Avril et le Burkina Faso coupent le robinet. Plus de coton brut vers l'Occident. Sur un secteur évalué à 38 milliards de dollars, l'arrêt agit comme un gel, secoue les contrats européens et américains et force les marchés à recalculer. Derrière, la promesse est simple: transformer sur place, bâtir 4 grandes raffineries, viser 200 000 emplois en 5 ans et réduire la pauvreté rurale plutôt que l'exporter. Mais qu'est-ce que cela change pour vous, pour les agriculteurs et pour la place du pays quand Ibrahim Traoré assume le risque d'une confrontation commerciale? Ce qui se joue ici dépasse un simple choix commercial. L'arrêt des exportations de coton brut engage l'économie burkinabé sur une trajectoire nouvelle, avec des gains potentiels élevés et des risques immédiats. Pour le pays, l'enjeu central est la création de valeur locale. Transformer une matière première historiquement vendue à bas prix en emplois industriels, en revenus durables et en compétences internes. Pour les zones rurales, c'est la perspective de sortir d'un modèle où le travail agricole nourrit surtout des chaînes de valeur étrangères. Pour vous, l'intérêt est clair: comprendre comment une décision politique peut redistribuer les cartes entre producteurs, États et puissances commerciales, et pourquoi ce type de rupture devient de plus en plus fréquent dans le Sud global. Car ce pari pose aussi une question de coût: tensions diplomatiques, rétorsion commerciale, investissements lourds et délais industriels composent l'autre phase du projet. La ligne suivie par Ibrahim Traoré promet une souveraineté accrue, mais elle teste la capacité d'un pays enclavé à absorber le choc et à tenir dans la durée. La vraie question n'est donc pas l'audace du geste, mais sa soutenabilité. 3 mois après l'annonce, un premier chiffre tranche le débat. L'emploi rural progresse déjà de 6%, malgré l'arrêt total des exportations de coton brut. Autrement dit, le choc redouté ne s'est pas traduit par un effondrement immédiat, mais par un déplacement rapide de l'activité vers l'intérieur du pays, un signal que peu d'observateurs anticipaient à ce stade. Pour comprendre cette rupture, il faut revenir au point de départ. Pendant des décennies, le Burkina Faso a occupé une place bien définie dans le commerce mondial. Produire du coton, l'exporter brut, puis racheter plus tard des tissus et vêtements transformés ailleurs. Ce schéma a généré des devises, mais peu de valeur ajoutée locale. Les champs burkinabés alimentaient les usines européennes pendant que les zones rurales restaient piégées dans des revenus faibles et volatiles. Cette dépendance structurelle a façonné l'économie nationale et ses marges de manœuvre. La décision annoncée en avril marque une inversion nette de cette logique. En suspendant les exportations, le gouvernement parie sur la transformation locale comme levier central de développement. Le coton n'est plus traité comme un simple produit agricole, mais comme une ressource stratégique à industrialiser. Le plan prévoit la construction de 4 grandes raffineries, des usines de filature et de tissage et une montée en compétences progressive de la main-d'œuvre locale. L'objectif affiché est double: capter une part plus importante de la chaîne de valeur et stabiliser les revenus dans les régions rurales. Ibrahim Traoré s'inscrit ainsi dans une lecture politique du commerce international. Pour lui, exporter des matières premières revient à exporter de la pauvreté, tandis que transformer localement permet de retenir richesse et emploi. Cette vision, présentée comme une affirmation de souveraineté industrielle, rompt avec les recommandations prudentes des institutions financières internationales, qui redoutent les coûts de transition et les tensions commerciales. Le contexte international rend ce choix encore plus sensible. L'Union européenne figure parmi les principaux acheteurs du coton burkinabé et plusieurs entreprises ont déjà gelé ou réévalué leurs contrats. En parallèle, d'autres acteurs, notamment en Asie,
observe l'évolution avec intérêt, voyant une opportunité d'entrer dans un secteur en recomposition. Ce moment met en lumière le cœur du pari, accepter une instabilité à court terme pour tenter de redessiner durablement la place du Burkina Faso dans l'économie mondiale. Dans les champs autour de Kougou, Bouraïma cultive le coton depuis plus de 20 ans. Jusqu'ici, le cycle était immuable: semer, récolter, vendre à un prix fixé ailleurs, puis attendre la saison suivante. La décision d'arrêter les exportations de coton brut a brusquement déplacé ce quotidien. Pour la première fois, ce qu'il produit n'est plus destiné automatiquement à quitter le pays. Cette rupture abstraite, discutée dans les capitales et les forums internationaux, prend ici une forme concrète. Dans les semaines qui ont suivi l'annonce, et les premières unités de transformation ont commencé à recruter. Pas encore à pleine capacité, mais suffisamment pour modifier les anticipations locales. Des ouvriers agricoles se sont vus proposer des formations de base à la filature et au tissage. Des coopératives féminines, jusque-là cantonnées à la culture ou à la vente informelle, ont été intégrées dans les premières chaînes de production textile. Ce glissement du champ vers l'atelier marque un changement de statut du travail rural. L'effet n'est pas uniquement économique, il est aussi symbolique. Produire du coton qui reste sur place renverse un rapport ancien entre centre et périphérie. Les villages ne sont plus seulement des points d'extraction, mais deviennent des maillons visibles d'un projet industriel. Pour des familles habituées à voir la richesse partir sans retour immédiat, cette perspective modifie la perception de l'avenir. Ibrahim Traoré a mis en avant ses trajectoires individuelles pour illustrer sa stratégie. Le message est clair: la souveraineté industrielle commence au niveau du travail quotidien. Mais ses premiers effets restent fragiles. Les infrastructures Mohamed Deyur sont incomplètes, les compétences encore en construction, et les revenus ne se sont pas transformés du jour au lendemain. Ce qui change surtout, à ce stade, c'est l'horizon des possibles. L'essentiel, ici, est simple. Une politique macroéconomique commence à redessiner des vies concrètes, avant même d'avoir livré tous ses résultats. Revenons maintenant au déclencheur initial. En avril, l'annonce officielle tombe. Le Burkina Faso suspend totalement l'exportation de coton brut. La mesure est immédiate, sans phase transitoire. Les contrats en cours sont gelés, les cargaisons prévues restent à quai. Pour les acheteurs européens et américains habitués à une fourniture régulière, le choc est brutal. Pour le gouvernement burkinabé, il s'agit d'un signal volontairement fort, destiné à marquer une rupture claire avec le modèle précédent. La première onde de choc traverse les marchés internationaux. Les négociants revoyant leurs prévisions, certains industriels annoncent une réévaluation de leur chaîne d'approvisionnement. Dans les capitales occidentales, la décision est perçue comme un geste politique autant qu'économique. Les institutions financières internationales expriment leurs réserves, soulignant les risques de perte de devises à court terme et les coûts élevés de la transformation industrielle. À ce stade, l'incertitude domine et beaucoup anticipent un recul rapide de l'activité intérieure. Pourtant, la dynamique interne suit une autre trajectoire. Dans les jours qui suivent, le gouvernement détaille son plan. 4 grandes raffineries de coton, des unités de filature et de tissage, et une montée en puissance progressive de la production locale. Les ministères concernés mobilisent des programmes de soutien, notamment des mécanismes de microcrédit pour les agriculteurs afin d'éviter un effondrement de la production. Le message est répété: le coton continuera d'être cultivé, mais il sera orienté vers la transformation nationale. La montée en tension constitue le cœur de la séquence. D'un côté, les pressions diplomatiques s'intensifient. L'Union européenne évoque la possibilité de revoir ses relations commerciales.
Et certains partenaires parlent ouvertement de représailles tarifaires sur les produits burkinabés. De l'autre, des acteurs non occidentaux, notamment asiatiques, manifestent leur intérêt pour investir dans les nouvelles infrastructures textiles. Le pays se retrouve au centre d'un jeu d'équilibre délicat entre confrontation et diversification. Le point culminant intervient lorsque les premières usines pilotes commencent à fonctionner. Leur capacité reste limitée, mais leur existence même dément l'idée d'une décision purement symbolique. Les recrutements, en particulier dans les zones rurales, donnent un contenu tangible à la promesse de création d'emplois. C'est à ce moment que le débat se déplace. Il ne s'agit plus seulement de savoir si la décision était audacieuse, mais si elle peut être soutenue dans le temps. Les répliques ne tardent pas. Les exportations de coton brut étant stoppées, les recettes immédiates diminuent. Les finances publiques doivent absorber ce manque à gagner, tandis que les investissements industriels exigent des ressources importantes. Les critiques soulignent ce décalage temporel entre coûts immédiats et bénéfices différés. Le risque souvent évoqué est celui d'un essoufflement avant que la chaîne de valeur locale n'atteigne sa maturité. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré maintient le cap. Il présente la séquence comme un passage obligé, une phase de tension nécessaire pour sortir d'une dépendance structurelle. La décision, insiste-t-il, n'est pas un repli, mais une reconfiguration des relations économiques. La chaîne des événements révèle ainsi une logique claire: accepter le choc, absorber la pression, et parier sur une transformation profonde plutôt que sur un ajustement marginal. Avant la décision, le coton burkinabé suivait une trajectoire stable mais peu transformatrice. Production orientée vers l'export, revenus concentrés en amont et faible impact industriel local. Après la suspension des exportations de coton brut, les premiers indicateurs montrent un déplacement mesurable de l'activité vers l'intérieur du pays, sans effondrement immédiat de la production. Le premier chiffre clé concerne l'emploi rural. Selon les données communiquées par le gouvernement, les zones rurales enregistrent une hausse de 6% de l'emploi dans les 3 mois suivant l'annonce. Ce pourcentage peut paraître modeste, mais il indique une inflexion rapide dans un contexte où les opportunités hors agriculture étaient historiquement rares. Et cette progression est principalement liée aux recrutements initiaux dans les unités de transformation, aux formations associées et à l'élargissement du travail coopératif, notamment féminin. Autrement dit, le choc commercial ne s'est pas traduit par une contraction immédiate du travail, mais par une redistribution sectorielle. Le deuxième indicateur porte sur la production elle-même. Malgré l'arrêt des exportations, la production nationale de coton n'a reculé que de 5% par rapport à l'année précédente. Cette baisse limitée suggère que les agriculteurs n'ont pas massivement abandonné la culture, contrairement aux craintes exprimées par certains analystes. Le maintien de la production s'explique par des mécanismes de soutien ciblés, dont des programmes de microcrédit et des garanties d'écoulement vers les nouvelles unités locales. En pratique, le coton a changé de destination plus qu'il n'a disparu des champs. Le troisième chiffre éclaire la demande intérieure. Les importations de tissus ont diminué de 18%, signe que les premières capacités locales commencent à se substituer partiellement aux produits étrangers. Cette réduction n'implique pas encore une autonomie textile complète, mais elle marque un début de rééquilibrage entre production nationale et dépendance extérieure. Les marchés urbains de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso montrent déjà une présence accrue de textiles locaux, souvent à des prix plus bas grâce à la réduction des coûts logistiques. Ces données doivent être lues avec prudence. Elles couvrent une période courte et reflètent une phase de transition. Les coûts d'investissement restent élevés et la capacité des raffineries est encore loin de son potentiel maximal. De plus, les recettes d'exportation perdues
ne sont pas encore compensés par les ventes de produits finis. Le décalage temporel entre dépenses industrielles et retours économiques demeure un point de tension majeur. Néanmoins, prises ensemble, ces preuves quantitatives dessinent une tendance claire. La suspension des exportations n'a pas paralysé l'économie cotonnière, mais l'a réorientée. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres servent d'argument central. Ils montrent que la transformation locale n'est pas qu'un slogan politique, mais un processus mesurable, même à ses débuts. La question reste de savoir si cette dynamique pourra s'amplifier avant que les contraintes financières des TBA et diplomatiques ne resserrent l'étau. Les opposants à cette stratégie avancent d'abord un argument macroéconomique classique. Le coton représente depuis longtemps une source majeure de devises pour le Burkina Faso. En suspendant les exportations de matières brutes, le pays se prive immédiatement de recettes extérieures indispensables pour financer les importations, stabiliser la monnaie et soutenir le budget public. Selon cette lecture, même une baisse temporaire des entrées de devises peut fragiliser l'équilibre économique, surtout pour un État enclavé et déjà exposé à des contraintes sécuritaires et budgétaires. Le risque, disent-ils, est de créer une tension financière avant que l'industrie locale ne soit capable de prendre le relais. Le second argument porte sur la faisabilité industrielle. Transformer le coton localement suppose des investissements lourds, car une énergie fiable, des compétences techniques et un accès durable au marché. Les critiques soulignent que les raffineries et usines textiles peuvent mettre des années à atteindre leur pleine capacité, tandis que la concurrence internationale reste intense. Si les coûts de production locaux demeurent élevés, ou si les sanctions commerciales limitent l'accès aux marchés étrangers, les produits burkinabés pourraient peiner à s'imposer. Dans ce scénario, le pays risquerait de cumuler pertes commerciales et surcapacités industrielles sous-utilisées. Ces objections ne sont pas infondées. Elles reposent sur des expériences passées où des politiques d'industrialisation rapide ont échoué faute de coordination et de financement durable. Cependant, les premiers éléments observables nuancent ce diagnostic. La baisse limitée de la production et la progression de l'emploi rural suggèrent que la transition n'a pas provoqué l'effondrement anticipé. De plus, la diversification des partenariats, notamment avec des acteurs asiatiques et régionaux, réduit partiellement la dépendance aux marchés occidentaux traditionnels. La réponse portée par Ibrahim Traoré s'appuie sur ce décalage temporel assumé. Le coût à court terme est présenté comme le prix d'une correction structurelle. En d'autres termes, continuer à exporter du coton brut garantit des devises immédiates, mais perpétue une vulnérabilité chronique. Miser sur la transformation locale expose à des risques initiaux, mais ouvre la possibilité d'un contrôle accru de la chaîne de valeur. Le débat n'oppose donc pas prudence et audace, mais deux horizons économiques différents. À partir d'ici, la lecture du dossier change. Jusqu'ici, la suspension des exportations pouvait être interprétée comme une mesure défensive, voire improvisée. Or, au milieu du processus, une autre logique apparaît. La décision ne vise pas seulement à bloquer des flux sortants, mais à forcer l'émergence d'un nouvel équilibre industriel. Autrement dit, le gel du coton brut n'est pas une fin en soi, mais un levier pour réorganiser les rapports de force économique. Ce changement de perspective se lie dans la manière dont l'État arbitre désormais ses priorités. Les négociations internationales continuent, mais elles ne conditionnent plus l'ensemble de la stratégie. Les investissements dans les raffineries, la formation de la main-d'œuvre et l'intégration des coopératives locales deviennent le cœur du dispositif. Le calendrier n'est plus dicté par les contrats d'exportation, mais par la montée en capacité des unités locales.
Cette inversion est discrète mais déterminante. Ibrahim Traoré assume ce repositionnement comme un test de crédibilité politique. En maintenant la suspension malgré les pressions, il transforme une décision économique en signal stratégique. Le message adressé aux partenaires extérieurs est clair. La coopération reste possible, mais sur des bases renégociées. Aux acteurs internes, il indique que le projet ne sera pas abandonné au premier obstacle. À ce stade, l'enjeu réel devient plus clair. La question n'est plus seulement de savoir si le Burkina Faso peut transformer son coton, mais s'il peut imposer son propre rythme de transformation. À partir de ce point, le débat se déplace vers les conséquences concrètes de ce choix pour l'État, les entreprises, les citoyens et la région. Le pari cesse d'être théorique pour devenir systémique. Pour l'État, la suspension des exportations de coton brut a produit un double effet. À court terme, elle a réduit les recettes immédiates en devises et accru la pression sur les finances publiques. Mais en parallèle, elle a donné à l'administration un levier nouveau pour orienter l'investissement et la planification industrielle. Les budgets se déplacent vers les infrastructures, la formation et l'appui aux coopératives. Cette réallocation traduit un choix politique clair, accepter une tension budgétaire temporaire pour tenter de consolider une base productive plus autonome. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré mise sur la cohérence interne plutôt que sur la stabilité externe immédiate. Pour les entreprises, le paysage se fragmente. Les acteurs européens et américains historiquement dominants dans l'achat du coton burkinabé ont suspendu ou renégocié leurs engagements. Cette prudence réduit l'accès à certains marchés, mais elle ouvre aussi à aussi un espace pour de nouveaux partenaires. Des entreprises asiatiques et régionales entrent en discussion pour financer ou exploiter les unités de transformation. Les entreprises locales, quant à elles, gagnent en visibilité. Elles ne se positionnent plus uniquement comme fournisseurs de matières premières, mais comme acteurs d'une chaîne de valeur élargie, encore fragile, mais en construction. Pour les populations rurales, les effets sont plus tangibles. L'augmentation de l'emploi observée dans certaines zones se traduit par des revenus complémentaires et une diversification des activités. Le passage du travail agricole pur à des tâches de transformation modifie la structure du temps de travail et les perspectives professionnelles. Les coopératives féminines, en particulier, bénéficient d'une intégration accrue dans les circuits formels, ce qui renforce leur autonomie économique. Ces changements restent inégaux selon les régions, mais ils modifient progressivement la perception du coton comme simple culture de subsistance. À l'échelle régionale, enfin, la décision du Burkina Faso résonne au-delà de ses frontières. Des pays voisins du Sahel observent attentivement cette expérience, évaluant la possibilité d'adopter des stratégies similaires. Le projet burkinabé agit comme un test grandeur nature d'une industrialisation par la transformation locale. S'il réussit, il pourrait inspirer une coordination régionale autour de chaînes de valeur partagées. S'il échoue, il servira d'avertissement sur les limites d'une rupture trop rapide. Ces conséquences concrètes montrent que le choix porté par Ibrahim Traoré ne se réduit ni à un succès immédiat, ni à un échec annoncé. Il reconfigure des équilibres existants, redistribue des opportunités et expose de nouvelles vulnérabilités. Le pari se joue désormais dans la durée, là où les effets cumulatifs pèseront plus que les chocs initiaux. Dans un premier scénario, celui d'une stabilisation progressive, on peut imaginer ceci. Si la situation évolue dans un cadre relativement stable, le Burkina Faso pourrait voir ses efforts d'industrialisation commencer à porter leurs fruits à moyen terme. Les premières unités de transformation du coton fonctionnent à une capacité croissante, mais la pression sur les finances publiques reste forte. Les relations commerciales avec l'Occident pourraient ne se refroidir davantage.
mais des partenariats avec des acteurs asiatiques et d'autres pays africains permettront de maintenir un certain niveau de stabilité économique. Dans ce scénario, les indicateurs économiques internes tels que la baisse du chômage rural et la création d'emplois dans les usines locales continueront de croître lentement. L'objectif de créer 200 000 emplois d'ici 5 ans pourrait devenir réaliste à condition de maintenir le cap. L'exportation de produits finis, tissus, pourrait commencer à compenser les pertes liées à l'exportation de coton brut, bien que cela prenne plusieurs années. Dans un scénario plus optimiste, où l'expansion serait rapide et les marchés mieux diversifiés, voici ce qui pourrait se produire. Dans un scénario plus favorable, les efforts du Burkina Faso pourraient rapidement trouver leur élan. Si les investissements étrangers, notamment en provenance de Chine et de Turquie, se matérialisent à un rythme soutenu, les raffineries de coton pourraient voir leur capacité de production augmenter rapidement. De plus, la réduction des tensions commerciales avec l'Europe, en partie grâce à la diplomatie économique de Traoré, pourrait offrir un accès partiel ou total aux marchés européens à nouveau. Dans ce cadre, le pays pourrait diversifier ses exportations et, au bout de 12 mois, connaître une croissance plus marquée dans le secteur textile. L'objectif de devenir un hub régional pour la transformation du coton pourrait alors être atteint plus tôt que prévu, avec des bénéfices tangibles en termes de réduction de la pauvreté, notamment dans les zones rurales. L'industrialisation du secteur permettrait également un renforcement des partenariats au sein de la région Sahel, permettant au Burkina Faso d'accroître son influence économique et géopolitique. Enfin, dans un scénario plus pessimiste, marqué par des retards et des tensions sociales croissantes, on pourrait voir apparaître ces difficultés. Si les choses se compliquent, le Burkina Faso pourrait rencontrer des obstacles majeurs dans sa transition vers une économie plus industrialisée. Les tensions commerciales avec l'Union européenne et les États-Unis pourraient némir se durcir, entraînant des sanctions économiques qui affecteraient les exportations de produits finis. En parallèle, les retards dans la construction des raffineries et l'inefficacité de certaines politiques industrielles pourraient retarder de plusieurs années les bénéfices anticipés. Si les marchés ne répondent pas comme prévu, le pays pourrait se retrouver dans une situation de double crise. Une stagnation économique due à l'isolement commercial et une pression interne croissante sur le gouvernement pour tenir ses promesses de création d'emplois. Ce scénario impliquerait également une crise sociale avec une montée du mécontentement populaire face à des perspectives économiques décevantes. Les résultats pourraient inclure une forte instabilité dans les zones rurales et un renforcement des oppositions politiques internes, menaçant la durabilité du projet. Ces trois scénarios illustrent bien les enjeux cruciaux auxquels le Burkina Faso est confronté. Le pays se trouve à un tournant et les mois à venir détermineront si le choix audacieux de suspendre les exportations de coton brut peut se traduire par un changement structurel durable. Le pari d'Ibrahim Traoré, au-delà des risques, est aussi une opportunité. Mais l'issue reste encore incertaine. L'impact de la décision d'Ibrahim Traoré sur les différents groupes sociaux du Burkina Faso est manifeste, bien qu'encore en évolution. D'un côté, les zones rurales bénéficient d'une première vague de création d'emplois, avec une nette préférence pour les travailleurs locaux et notamment les femmes. La construction des raffineries et des unités de transformation du coton a permis d'intégrer un nombre important de femmes dans des secteurs auparavant dominés par des hommes ou laissés à l'agriculture informelle. Ces nouvelles opportunités sont un levier pour la réduction des inégalités de genre, une dynamique qui pourrait s'intensifier avec l'expansion du secteur textile. Les agriculteurs, eux, voient une véritable évolution.
Au lieu d'être simplement des producteurs de matières brutes, ils deviennent, petit à petit, des acteurs essentiels dans une chaîne de valeur complète. Cependant, ce changement n'est pas homogène. Certaines régions, mieux équipées et plus proches des nouvelles infrastructures, récoltent les fruits de cette transformation plus rapidement que d'autres. Ce phénomène met en lumière un fossé géographique au sein du pays qui pourrait accentuer les inégalités sociales si des mesures d'équité ne sont pas prises. Pour les jeunes générations, ce projet pourrait offrir de nouvelles perspectives professionnelles et une rupture avec l'exode rural qui frappe traditionnellement le pays. Le secteur textile, par sa capacité à générer un grand nombre d'emplois, représente un levier de développement pour les jeunes, mais les résultats ne se font pas encore pleinement sentir. Les formations professionnelles et la montée en compétences des travailleurs devront être renforcées pour que cette population bénéficie véritablement des transformations économiques en cours. Néanmoins, ces promesses de transformation sociale risquent d'être compromises si la politique ne parvient pas à surmonter certains défis immédiats. Si l'isolement commercial persiste avec des sanctions et des représailles qui freinent les exportations de produits finis, les emplois créés risquent de ne pas être soutenables à long terme. Ce scénario pourrait donc créer une fracture encore plus profonde entre les attentes des populations rurales et la réalité économique du pays. En résumé, l'impact sur les groupes sociaux est prometteur mais fragile. La clé réside dans la capacité du gouvernement à équilibrer les différentes pressions internes et externes et à garantir que les bénéfices économiques se diffusent de manière équitable à travers tout le pays sans laisser de côté les régions les plus défavorisées. Pour qu'une transformation aussi ambitieuse réussisse, il est impératif que le Burkina Faso suive un chemin structuré et pragmatique en surmontant les obstacles rencontrés jusque-là. Pour avancer concrètement dans cette direction, trois étapes clés se dégagent naturellement. D'abord, il faudra renforcer les infrastructures de transformation locale. La construction des 4 raffineries de coton est un pilier central du projet. Cependant, leur construction et leur mise en œuvre nécessitent une gestion rigoureuse et des investissements soutenus. Pour ce faire, il est nécessaire d'assurer non seulement un financement international, mais aussi une mobilisation des ressources internes, en s'appuyant sur les mécanismes de microcrédit et des partenariats publics-privés. Les compétences locales devront être renforcées, notamment en matière de gestion industrielle et d'ingénierie. La création de centres de formation spécialisés dans le secteur du textile permettra de garantir que la main-d'œuvre locale puisse répondre aux exigences techniques de ces nouvelles industries. Ensuite, il deviendra essentiel de diversifier les partenariats commerciaux. L'un des leviers pour pérenniser ce projet est la diversification des partenariats commerciaux. Si les relations avec l'Union européenne et les États-Unis continuent d'être tendues, le Burkina Faso devra intensifier ses échanges avec d'autres marchés, en particulier asiatiques, notamment la Chine, la Turquie et l'Inde. Cela pourrait passer par des accords commerciaux bilatéraux, mais aussi par l'intégration dans des réseaux régionaux comme la CEDEAO, afin de faciliter l'exportation de produits finis vers des marchés plus proches. En parallèle, un travail de promotion du Made in Burkina Faso devrait être mené pour encourager l'exportation de produits textiles locaux, notamment en Afrique de l'Ouest. Enfin, il faudra mettre en place un suivi rigoureux de l'impact social et économique. Afin de garantir que les bénéfices économiques se répartissent de manière équitable à travers le pays, il était nécessaire d'installer un système de suivi et d'évaluation des projets de transformation industrielle.
Ce suivi doit être transparent et inclure des données sur la création d'emplois, la répartition géographique de ces emplois, les salaires et les conditions de travail, ainsi que les retombées environnementales de la transformation locale du coton. Il est également important que des ajustements soient faits en fonction des résultats obtenus, en particulier dans les zones rurales où l'impact sera déterminant pour la réussite à long terme du projet. Ces trois étapes sont interdépendantes et doivent être suivies de manière systématique pour que le Burkina Faso parvienne à surmonter les défis économiques, sociaux et diplomatiques qui se présentent. Le gouvernement devra aussi veiller à maintenir un dialogue ouvert avec les partenaires internationaux et les acteurs locaux pour éviter toute fracture sociale ou économique. La route est encore longue, mais les décisions prises jusqu'à présent offrent une feuille de route ambitieuse et innovante pour réécrire l'avenir économique du Burkina Faso. À travers chaque champ de coton, chaque fil transformé, c'est une nouvelle époque qui s'amorce pour le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, en suspendant l'exportation du coton brut, n'a pas seulement pris une décision économique audacieuse, il a planté une graine d'espoir dans les terres du Sahel. Ces champs, autrefois simples producteurs de matières premières pour d'autres, deviennent aujourd'hui le symbole d'une nouvelle souveraineté, d'une lutte contre la dépendance. Chaque fibre de coton cultivée ici porte désormais l'espoir d'une nation qui choisit de forger son avenir, de bâtir des usines, de créer des emplois, de transformer les défis en opportunités. Dans chaque usine en construction, dans chaque foyer rural qui commence à voir ses efforts récompensés, se dessine un avenir plus autonome. Le Burkina Faso n'est plus simplement un acteur de la scène mondiale pour ses matières premières. Il aspire à jouer un rôle central dans la transformation de son destin économique. Cette révolution, encore fragile mais déjà tangible, se nourrit des rêves d'une génération de Burkinabés prêts à prendre leur place sur la scène mondiale. Le projet de transformation du coton brut n'est pas juste une question d'industrie ou de politique économique. C'est une affaire de dignité, de fierté nationale et de l'espoir d'un avenir où chaque Burkinabé pourra récolter les fruits du travail de ses mains, où chaque produit fabriqué sur cette terre portera l'histoire d'un peuple déterminé à écrire son propre avenir. Ibrahim Traoré a amorcé ce changement. Le reste dépendra de la volonté collective du pays et de la capacité à faire grandir ce projet, à le nourrir d'actions concrètes et d'engagements partagés. Le Burkina Faso est à un moment charnière. Il y a une étape décisive où l'histoire se réécrit. Le pari d'Ibrahim Traoré est ambitieux, mais la route est encore longue et pleine de défis. Ce n'est pas seulement une affaire de politique ou de stratégie économique, c'est un projet collectif, un rêve national. Que vous soyez citoyen, entrepreneur, investisseur ou acteur de la société civile, chacun a un rôle à jouer dans ce tournant historique. L'avenir de ce pays, de cette révolution industrielle naissante, repose sur la mobilisation de toutes ces forces vives. Il est temps de soutenir cette vision audacieuse, de croire en un avenir où chaque Burkinabé pourra voir sa vie transformée par les fruits de cette transition. Pour cela, il faut de la solidarité, de l'engagement et une volonté commune de faire avancer ce projet. Quelles sont vos actions, vos idées, vos engagements pour faire de ce projet une réalité? Le Burkina Faso et par extension l'Afrique attend de voir ce modèle se déployer et inspirer d'autres nations. Êtes-vous prêt à contribuer à cette transformation? L'histoire est en train de se faire. Soyez acteurs du changement.